Un garçon a été piégé dans un laboratoire souterrain pendant 70 ans, mais au lieu d'être sauvé, il a été soumis à de cruelles expériences de mutation. Chaque expérience modifiait son corps humain jusqu'à ce qu'un jour, il soit finalement transformé en un véritable monstre. Une chimère. Tout ce qu'il possédait alors, c'était des instincts de combat et des ordres d'obéissance absolue. Cependant, après avoir connu la mort une fois, il a réintégré un corps humain. Suis-je de nouveau humain, maintenant? Mais je ne pouvais pas être considéré comme un humain à part entière. Parce que je pouvais encore utiliser les capacités cellulaires d'une chimère. De plus, j'ai découvert que le numéro de série sur mon bras avait disparu, ce qui signifiait que je m'étais libéré de ma vie passée. La raison pour laquelle j'ai pu renaître est certainement due à la capacité d'un être de type immortel qu'il m'avait implanté auparavant. Cette capacité devrait fonctionner jusqu'à 3 fois si son noyau n'est pas détruit, mais c'était étrange, considérant que... Il disait que les cellules immortelles et les cellules humaines ne pouvaient pas fusionner. Il est évident que mon corps est en pleine forme. J'ai regardé le soleil couchant à l'horizon. Pour être honnête, tout cela est arrivé il y a si longtemps que les flammes de la vengeance ne brûlent plus aussi fort qu'avant. Je ne compte donc pas me venger, mais si jamais je tombe sur eux, j'y réfléchirai le moment venu. Pour l'instant, je veux continuer à vivre comme un nouvel être humain. Peu après, je suis arrivé au bord d'une rivière. Ma priorité était de trouver des vêtements pour me couvrir. C'est alors que j'ai remarqué une créature à l'allure étrange. Juste à mes pieds gisait un oiseau à la forme bizarre et au corps extrêmement massif. J'ai vu du sang violet près de son bec. J'ai supposé qu'il était mort empoisonné. Ça ferait un excellent matériau pour des vêtements. L'instant d'après, une lame tranchante s'est matérialisée sur mon bras. Et j'ai commencé à réfléchir à comment découper le plumage duveteux de ce gros oiseau. Ma lame n'a fait qu'une entaille dans son corps. Avant que je sois enveloppé par une bouffée de gaz toxique violet. Cependant, ce gaz ne m'a fait absolument aucun mal. J'étais depuis longtemps devenu immunisé contre des poisons aussi faibles. J'ai rapidement et parfaitement dépecé la bête, puis j'ai emporté la peau à la rivière pour la laver. Quand je l'ai reprise, j'ai trouvé que le cuir était un peu trop rigide et serait certainement inconfortable à porter. Un instant plus tard, j'ai eu une excellente idée. J'ai aussitôt étalé la peau sur le sol et les martelé sans cesse avec mon poing. Je lui appliquai un traitement. Une fois terminé, ce serait comme un vêtement ordinaire. Bientôt, le cuir fut assoupli par mes coups. J'ai ensuite découpé 2 trous dans cette peau pour y passer mes bras, et une simple tunique. Faite d'un matériau de premier choix était prête. Cependant, il restait des résidus de poison à l'intérieur. En tournant la tête, j'ai vu que l'oiseau était en fait toujours en vie. Son corps s'était déjà raidi, il était bel et bien mort tout à l'heure. J'ai alors compris que cette créature devait aussi être de type immortel. De plus, cet oiseau semblait incapable de me faire le moindre mal. Il n'y avait donc aucune raison de l'achever. Il avait eu autant de chance que moi, obtenant une seconde vie. Je l'ai donc épargné et me suis dirigé vers la forêt. Maintenant que la question des vêtements était réglée, il fallait trouver un abri. C'est à ce moment-là qu'un 1000 pattes géant est apparu devant moi. Il m'a chargé avec férocité, mais j'avais l'esprit ailleurs. Il fait un peu sombre par ici. D'un simple mouvement du bras droit, j'ai utilisé ma capacité de chimère pour le découper en plusieurs morceaux. Abri refusé. Plus tard, je suis arrivé à une montagne enneigée, mais ce n'était qu'une vaste étendue blanche. Totalement invivable pour moi. Abri refusé. Ensuite, j'ai vu d'étranges champignons. Ils dégageaient une odeur de pourriture. Cet abri est également refusé. Il y avait aussi une grotte très humide. Refusé aussi. Un endroit extrêmement chaud. Cet abri est aussi refusé. Mais finalement, après des jours de recherche, je suis arrivé devant une cascade et j'ai trouvé le paysage très agréable. J'ai pris mon élan et j'ai sauté en bas de la cascade. Pour explorer un peu plus les environs. Au moment où j'ai atterri, l'eau de la rivière a jailli au sous l'impact. En me retournant,
j'ai vu que l'eau du lac derrière moi était incroyablement claire et qu'il y avait pas mal de poissons dedans. En voyant ces poissons aux dents acérées, je me suis dit que je pourrais les faire griller pour me nourrir. Vu le vivier naturel. Ce pourrait être un bon endroit pour construire une maison. De plus, il y avait de jolies fleurs et l'air était très pur. J'ai trouvé cet endroit fantastique, parfaitement adapté pour y vivre. Abri approuvé. À partir de maintenant. C'est chez moi. La maison de Chiodone. Pendant ce temps, dans une clairière en un lieu inconnu, le sol trembla légèrement. Suivi d'un flash de lumière, un portail de téléportation apparut soudainement dans un grand bruit. Quelque chose sembla jaillir de l'intérieur. La silhouette se releva lentement, entourée d'arcs électriques. Ce n'était ni un humain, ni un monstre. Mais un robot. Est-ce le royaume des démons? Pendant ce temps, il était l'heure de préparer le terrain pour la maison. J'ai agité la main et de nombreux fils ont jailli de mes doigts, se projetant vers l'avant. D'un seul coup. J'ai sectionné le tronc de l'arbre juste au-dessus de sa base. J'ai trouvé que le terrain ici était parfait, avec une belle montagne au loin pour la vue. Après avoir choisi l'endroit, j'ai commencé à couper le bois en petits segments. Ensuite, j'ai trouvé le sol un peu inégal. Alors d'un geste nonchalant, j'ai balayé toutes les racines d'arbres sur le sol en un clin d'œil. J'avais transformé l'endroit en un terrain vague. C'était beaucoup plus rafraîchissant maintenant. Par la suite, je me suis préparé à planter les piliers de la maison. J'ai érigé un poteau en bois à chaque coin, puis j'ai posé quelques planches de sol. Comme il n'y avait pas de clous, j'ai trouvé de la bave d'escargot pour l'utiliser comme adhésif. Une fois la bave séchée, elle collerait fermement le bois. J'ai regardé la maison nouvellement construite avec une grande satisfaction. Pour n'importe qui d'autre, c'était une vision effrayante, mais je la trouvais déjà très douillette. J'ai réfléchi attentivement à ce dont les maisons normales avaient besoin. Je me suis souvenu de quelques vidéos que j'avais regardées. À l'institut de recherche, qui contenait des informations sur les maisons dans les vidéos du laboratoire. Les maisons avaient un espace ouvert devant pour jouer, entouré de beaucoup de végétation. Malheureusement, je ne peux pas élever un chien du monde des humains dans le royaume des démons, alors j'ai prévu de planter des légumes dans l'espace ouvert. Mais c'était le royaume des démons. Donc je ne savais pas si des légumes normaux pourraient y pousser. C'est alors que j'ai pensé à quelque chose. Sur une montagne non loin de là, couverte de neige, il devrait y avoir une plante appelée mandragore. L'habitat de la mandragore se trouve près des sommets des montagnes, là où le mana est le plus dense dans les montagnes enneigées. Voir la neige m'a rappelé le moment où j'ai été enlevé par le laboratoire. Il faisait si froid que je me suis senti soulagé d'être enlevé. En y repensant maintenant, devenir une chimère avait ses avantages. Je n'avais plus à craindre de mourir de froid ou de faim. J'ai jeté un coup d'œil au ciel et j'ai remarqué que la concentration de mana semblait assez dense. On aurait dit que je me rapprochais de ma destination. Dès mon arrivée, j'ai vu les mandragores, et il y en avait beaucoup qui poussaient là. Les mandragores sont des monstres à la vie courte, très sensibles au stress. Même un léger changement environnemental peut les tuer. Celles qu'on choisit de déplacer sont les jeunes, qui ont une forte capacité d'adaptation. Au moment où j'ai arraché une mandragore, je me suis immédiatement souvenu que je devais me boucher les oreilles. Mais quand j'ai retourné la mandragore, j'ai découvert qu'elle avait en fait un visage mignon. J'en ai arraché une autre et j'ai constaté que c'était la même chose. J'en ai sorti une troisième, et c'était pareil. Je les ai examinées attentivement dans ma main. Et j'ai découvert qu'elles parlaient dans leur sommeil. Normalement, une mandragore crierait et mourrait si on l'arrachait de force dans un environnement stressant. Et pauvre en mana comme le monde des humains. Je soupçonne que la raison pour laquelle elle ne crie pas maintenant est peut-être que nous sommes dans le royaume des démons. Mais je ne comprenais pas pourquoi elle ne résistait pas ou ne fuyait pas. Me traite-t-elle comme l'un des leurs, étant donné que des cellules de mandragore ont été un jour transplantées dans mon corps? Je les ai nonchalamment fourrées dans ma ceinture. Une fois qu'elles auront grandi, j'utiliserai leurs racines pour faire du thé. Et leurs fruits feront de bons encas. Cependant, si le fruit est cueilli de force,
il produit un poison mortel. Donc je dois les persuader. À ce moment, j'ai remarqué des chasseurs au loin. Bien que je ne sache pas pourquoi ils couraient vers une montagne enneigée aussi dangereuse. J'allais récupérer la pierre de portail. Pendant ce temps, non loin de là, 2 personnes faisaient face au danger. Attention, ils reviennent. Les monstres ressemblant à des lapins ont commencé à se jeter sur eux avec des intentions hostiles. Heureusement, le chasseur a immédiatement dressé son bouclier défensif. Cependant, il savait que son mana était limité et que ce bouclier ne tiendrait absolument pas longtemps. Le chasseur regrettait cette mission qui leur demandait de trouver la chimère. L'instant d'après, avec un grand bruit, le bouclier a été brisé par les lapins. Cependant, juste à ce moment-là, une silhouette est soudainement tombée d'en haut et s'est écrasée sur le sol. À cet instant, les humains comme les lapins ont été attirés par le vacarme. La poussière est lentement retombée, et une silhouette a émergé de l'intérieur. C'était moi, balayant calmement les environs du regard. En voyant mon arrivée, les lapins étaient bien plus paniqués. Ils comprenaient qu'ils faisaient face à un ennemi redoutable. Ça fait longtemps, petit lapin. L'aura que je dégageais a effrayé tous les lapins, et ils se sont enfuis en panique. Il ne restait que les 2 chasseurs, qui étaient incroyablement choqués que des monstres de Rambé s'enfuient immédiatement en me voyant. Ils se sont empressés de se lever pour me remercier et se présenter. L'un s'appelait Osung-ju et l'autre Kim Tae-hoon. J'ai également donné mon nom, Shiodo-un. L'un des chasseurs avait l'air perplexe. C'était la première fois qu'il entendait le nom de Shiodo-un. Et à en juger par ma tenue, j'avais l'air d'être un chasseur reclus. J'ai demandé pourquoi il y avait un chasseur dérangé dans cet endroit extrêmement dangereux. Ils ont déclaré que c'était pour l'argent, ayant entendu dire qu'il y avait une prime élevée pour la capture d'une chimère. Cela m'a surpris. N'étais-je pas la chimère? Est-ce que ces types allaient me capturer? Une créature mécanique s'est échappée d'un laboratoire en entrant dans un portail. En entendant cela, j'ai été rassuré de ne pas être leur cible. J'ai demandé s'ils étaient venus dans le royaume des démons les mains vides. N'avez-vous pas apporté la pierre de portail? Malheureusement, leur groupe les avait abandonnés et avait tout emporté. Apparemment, c'était le plan de leur groupe depuis le début. Au moment où les lapins sont apparus, les membres de leur équipe de Rambé se sont enfuis immédiatement. Ils se demandaient ce que j'avais l'intention de faire, car ils étaient à la limite de leur contamination par le mana. Le temps que les chasseurs pouvaient passer dans le royaume des démons variait considérablement en fonction de leur grade d'éveil s'ils ne retournaient pas dans le monde des humains pour se purifier. Un homme exposé trop longtemps à l'énergie démoniaque finirait par mourir, mais j'étais une exception à cette règle. C'est alors que j'ai vivement senti une aura derrière moi. J'ai su que j'avais trouvé les chasseurs en fuite de tout à l'heure. J'ai instantanément bondi et me suis envolé droit dans les airs. Shiodo-won, où allez-vous? Pouvez-vous nous sauver? Mais ma silhouette s'est éloignée de plus en plus, jusqu'à disparaître. Pendant ce temps, un robot observait d'en haut. Il inspectait soigneusement la forêt et la jugeait très dangereuse. Derrière la créature mécanique se trouvait un groupe de chasseurs, se déplaçant pour attaquer simultanément afin de capturer leur cible. Les capteurs de la créature ont immédiatement détecté leur présence. L'instant d'après, la créature mécanique s'est retournée vivement, déjà prête à accueillir l'attaque des chasseurs. Un moment plus tard, je suis arrivé à leur emplacement. J'ai senti que j'étais trop en retard, ces chasseurs s'étaient enfuis depuis longtemps. Un bagage abandonné gisait sur le sol. Cependant, il y avait des empreintes d'enfants et d'animal par terre. Elle a dû changer de forme. Le chasseur de tout à l'heure avait mentionné que le sujet d'expérience était fait de métal liquide. Ce qui lui permettait de changer librement de forme, mais sa taille était limitée en raison de la rareté du matériau. Je ne m'attendais pas à ce que cette créature mécanique puisse maîtriser 5 chasseurs de Rambé à elle seule. Elle semblait plutôt puissante. Au pied de la montagne, Osung-ju tenait à peine le coup. Son corps entier était pollué par le mana. Ton enfant naît le mois prochain. Si tu ne rentres pas, n'auras-tu pas de regrets? Cependant, à ce moment-là,
Kim Tae-in entendit un bruit de pas à proximité. Son expression changea. Il regarda devant lui, incrédule, en me voyant m'approcher lentement d'eux. Portant leurs bagages, Kim Tae-in vola à mes côtés, s'agenouilla et me supplia de les sauver avec la pierre de portail. Je les regardai avec une expression perplexe. L'homme s'est agenouillé par terre, sortant tout l'argent qu'il avait sur lui, me suppliant de lui vendre la pierre de portail pour rentrer. Bien que je n'en ai pas besoin maintenant, 20 millions seraient en effet utiles. Lorsque je retournerai plus tard dans le monde des humains. J'ai donc activé la pierre de portail. Immédiatement, un portail de téléportation est apparu devant nous. L'homme a dit qu'il n'oublierait jamais ma gentillesse. Au moment où il allait chercher son partenaire pour rentrer, je suis tombée dans une profonde réflexion en regardant les 20 millions. Alors je lui ai demandé, une pierre de portail pour le monde des humains coûte environ 200 000, n'est-ce pas? Mais il a répondu que les prix avaient grimpé jusqu'à environ 1 million maintenant. En entendant ça, j'ai lentement approché ma main. Vous avez été très généreux. Alors, je vais vous rendre la monnaie sur les 20 millions avec ça. L'instant d'après, j'ai transféré le mana de mon corps dans le sien. Kim Tae-in était profondément choqué. Il ne s'attendait pas à ce que je puisse transférer du mana. C'était quelque chose que même les chasseurs de rang n'oseraient pas faire. Si le mana entrait en conflit ou s'en mêlait, le noyau de mana serait détruit. Et les deux personnes mourraient. Mais à la grande surprise d'O Seong-ju, son mana contaminé a été complètement purifié. Pendant ce temps, Kim Tae-in n'en croyait pas ses yeux alors qu'O Seong-ju célébrait. Il s'est même incliné jusqu'au sol, disant qu'il n'oublierait jamais cette faveur. Après les avoir renvoyés tous les deux, je suis retournée au campement. En voyant la maison exactement comme je l'avais laissée, j'ai su qu'il n'y avait pas eu d'intrus. En voyant les feuilles pendantes, il était clairement temps de planter les mandragores. Bientôt, j'ai défriché une parcelle de terrain et les ai toutes enterrées, mais les trois semblaient exprimer un grand mécontentement. On aurait dit qu'elles n'étaient pas tout à fait habituées au changement de résidence. Alors, j'ai canalisé un peu de mana du bout de mes doigts vers elles, me demandant si ça leur remonterait le moral. Comme je l'avais deviné, après avoir absorbé ma magie, elles furent revitalisées. C'est alors que j'ai entendu un mouvement derrière moi. Il semblait que c'était la créature que les chasseurs poursuivaient. Mais je me demandais ce qu'elle me voulait. J'ai placé les 20 millions que je venais de recevoir dans la fente de la porte. Puis j'ai tout vidé du sac à dos pour voir s'il y avait quelque chose dont j'avais besoin à l'intérieur. J'ai trouvé un réchaud portable. C'est un objet essentiel pour le plein air. Il y avait 8 pierres de portail. Il y avait aussi des vêtements de rechange et 2 sacs de couchage. Ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'il y avait en fait des nouilles instantanées à l'intérieur. Je n'avais mangé ce genre de choses que lorsque j'étais enfant. Voyant cela et ayant faim, je me suis préparée à prendre un repas simple sur place. Je suis donc allée à la rivière pour prendre de l'eau. Mais à ce moment-là, 2 poissons ont soudainement sauté hors de l'eau. Les gens ajoutent habituellement des ingrédients aux nouilles instantanées, donc ces poissons s'accorderaient parfaitement avec. Ensuite, j'ai trouvé 2 œufs d'oiseau dans un arbre. Il n'y avait pas d'oignons verts dans le royaume des démons, alors j'ai prévu de trouver quelques feuilles au hasard à jeter dedans. Et de faire avec. Toute la scène était observée par la créature mécanique dans les buissons. Mais même la créature mécanique semblait avoir faim. J'avais préparé les choses de base, l'étape suivante était d'allumer un feu pour cuisiner. En peu de temps, j'ai construit une table et y ai fait cuire les nouilles instantanées. L'arôme est parvenu jusqu'aux mandragores, mais elles ont exprimé que ça sentait terriblement mauvais. Et ne supportaient pas du tout l'odeur. Mais pour le nez de la créature mécanique, l'odeur semblait incroyablement délicieuse. Alors que la créature mécanique s'avançait, l'instant d'après, sa jambe s'est transformée en une jambe poilue. De retour au laboratoire, la créature mécanique avait découvert que les humains aimaient les chiens et qu'elle pourrait obtenir de la nourriture en faisant pitié. La créature mécanique a gémi pour attirer mon attention, mais je savais déjà qu'elle me suivait. En voyant son apparence, j'ai tout de suite compris.
Elle voulait se faire passer pour un chien afin de profiter de ma sympathie. Cependant, à mes yeux, elle n'était pas différente d'un jeune enfant. Comment s'était-elle échappée du laboratoire pour arriver jusqu'au royaume des démons? J'ai préparé les nouilles, tu veux en manger aussi? Elle a aboyé docilement. La nourriture dans la marmite dégageait une aura menaçante. Mais nous la regardions tous les deux avec impatience. On devrait peut-être essayer? Bientôt, nous étions en train de manger ce plat délicieux. Mais pendant que nous mangions, la créature mécanique a senti que quelque chose n'allait pas. Pendant ce temps, je me suis souvenu de la période avant mon enlèvement. Une époque où je mangeais aussi des nouilles instantanées. À cause de ce souvenir, je me suis rappelé le goût que ça aurait dû avoir. Cependant, en réalité, ce souvenir était si intense que la mauvaise odeur avait été effacée. À côté, les mandragores étaient bien trop sensibles à l'odeur. Après le repas, j'ai dit au chien de partir rapidement. Parce que je devais nettoyer. Cependant, en voyant sa patte boiteuse, j'étais curieux. Il me semble que tu boitais de la patte gauche tout à l'heure. Elle a alors fait comme si de rien n'était et a changé pour la patte gauche. En voyant ça, j'ai juste ressenti une pointe d'amusement. Après avoir lavé les bols, j'ai commencé à faire la lessive. J'ai lentement abaissé le bâton en bois dans ma main, n'osant pas utiliser trop de force, mais contre toute attente, j'ai quand même réduit les vêtements en lambeaux. Non seulement ça, mais j'ai aussi creusé un petit trou dans le sol. C'était décevant, mais heureusement. Il y avait une autre tenue dans mon sac à dos. C'est alors que mon regard perçant a capté quelque chose qui bougeait derrière moi. En me retournant, j'ai vu que la créature mécanique s'était changée en rocher un peu plus tôt. Elle s'était transformée en piranha en me regardant faire la vaisselle. Quand j'admirais les fleurs, elle a aussi changé de forme pour s'approcher de moi. À ce moment-là, une abeille s'est posée sur son nez, lui faisant si peur qu'elle a repris sa forme originale et s'est enfuie sans s'arrêter. D'après son comportement, son âge mental ne semblait être que de 5 ans. Sa façon de parler était mécanique et maladroite. Ce qui était un effet secondaire courant chez les jeunes chimères, puisque le savoir leur est injecté de force. J'ai toussé sèchement et j'ai immédiatement tourné la tête. Faisant l'éloge de la beauté de la fleur, pendant qu'elle se cachait à la hâte. Peu après, j'ai fini de laver les vêtements. Je ne m'attendais pas à ce que faire la lessive soit si difficile. Même si j'ai perdu un vêtement, j'ai heureusement réussi à en sauver un. Ensuite, j'ai étendu les vêtements pour les faire sécher, puis je me suis préparé à aller voir les mandragores. Cette scène était également observée par la créature mécanique. Soudain, la créature s'est approchée de l'endroit où j'avais étendu le linge. En voyant les vêtements que je portais. Elle a senti qu'elle devrait aussi porter des vêtements. L'instant d'après, la chemise blanche était magnifiquement posée sur son corps. Et un rire mécanique est sorti de sa bouche, revendiquant la chemise pour elle-même. Peu à peu, des cheveux ont poussé sur sa tête. Et ses bras mécaniques se sont changés en mains d'enfant. D'un simple mouvement du corps, elle. Pendant ce temps, j'étais allé au potager et j'avais vu que les mandragores avaient l'air de souffrir, ce qui m'a laissé très perplexe. Pour comprendre pourquoi, j'ai donné quelques coups de pelle dans la terre et j'ai découvert qu'elle était pleine d'insectes. J'ai rapidement retiré les bestioles de la terre, j'ai examiné la parcelle et j'ai prévu de créer un petit potager aujourd'hui. Environ de la taille de ma maison, mais à ce moment précis, une petite fille m'a appelé, à moitié cachée derrière un arbre, en me saluant d'une voix tremblante. J'étais surpris que la créature mécanique ait maintenant pris la forme d'une petite fille. Bonjour à vous aussi. C'est vous qui avez construit cette maison, monsieur? J'ai hoché la tête fièrement. Monsieur, vous êtes d'ici? En entendant cela, j'ai décidé de taquiner cette créature mécanique. J'ai donc admis que j'étais du coin et je lui ai demandé de quelle tribu elle venait. Paniquée, elle a pointé du doigt la cascade au loin. Ma tribu est en direction de la cascade, très, très loin. Si loin que vous ne pouvez pas la trouver. J'ai rapidement répondu. Alors, tu es de la tribu des noix de coco, près de la cascade? Je suis de la tribu des noix de coco, c'est bien ça. Mais on dirait que vous avez volé mes vêtements. Dans notre tribu, il y a une règle non écrite,
celui qui trouve quelque chose se l'approprie. Maintenant, cet habit est à moi. D'accord, tu peux le garder. La petite fille a menti en disant qu'elle avait été chassée par sa tribu. Elle avait donc une requête, elle espérait que je puisse l'accueillir. Elle semblait avoir rassemblé tout son courage pour dire cela. La raison pour laquelle la petite fille voulait vivre ici. C'est qu'il n'y avait pas d'insectes et qu'il y avait une maison où vivre. Donc, à ses yeux, cet endroit était très sûr. C'est pourquoi elle voulait vivre ici. J'ai réalisé que cette créature mécanique voulait juste trouver un endroit où se reposer. Finalement, j'ai accepté de la laisser rester, mais à une condition, elle devait faire sa part du travail. Mais la petite fille était folle de joie, prête à faire tout ce qu'on lui demandait. D'abord, aide-moi à faire un petit potager. Je dois d'abord trouver une nouvelle maison pour les mandragores. Elle m'a immédiatement pris le bâton des mains et l'instant d'après, pleine de confiance en sa force. Elle tenait un bâton contre le sol et n'arrêtait pas de foncer droit devant, à ce qu'il semblait. On aurait dit qu'elle n'avait aucune intention de cacher son identité. Après tout, quel enfant aurait une telle force? Mais en pensant à ses origines de laboratoire. Elle ne saurait même pas à quoi ressemble un enfant normal. Au fait, je suis Chiondone. Et toi, comment t'appelles-tu? C'est alors que... La petite fille se figea, car elle n'avait pas de nom. Mais en se souvenant des fleurs de tout à l'heure, elle décida d'un nom sur le champ. Kimnari. Mon nom est Kimnari. Peu après, le potager fut enfin terminé, avec la clôture en pierre que j'avais installée. Les mandragores étaient très satisfaites de voir leur nouvelle maison et sautillaient partout en jouant. C'est à ce moment-là que j'ai jeté un coup d'œil à Kimnari. Elle s'était mise à pleurer soudainement, car les mandragores lui rappelaient ses amis. Mais je me demandais ce qu'elle pouvait bien vouloir dire. Il était très peu probable qu'elle ait eu des amis à l'intérieur du laboratoire. Cependant, à cet instant, les pupilles de Kimnari se dilatèrent violemment. Elle sentit une aura terrifiante s'approcher d'elle. Elle s'effondra au sol, mais je lui ai dit de ne pas avoir peur. C'était le bruit de monstres se chassant les uns les autres. C'était très courant ici. En fait, avant de venir à moi. Kimnari avait vu un monstre qui ressemblait à un poussin, encerclé et roué de coups par plusieurs autres monstres. J'ai regardé au loin et j'ai sondé attentivement les environs. Il semblait que c'était bien le cas. Kimnari sentait que le poussin semblait souffrir. Il devait l'avoir mal, et après tout, nous sommes dans le royaume des démons. Il allait sans doute bientôt se faire dévorer. Soudain, je lui ai demandé, « Tu veux sauver ce monstre ?» L'esprit de Kimnari luttait intensément. L'ordre issu de son lavage de cerveau l'empêchait toujours de sauver le monstre. Voyant cela, je me suis immédiatement accroupie. Si tu y vas pour l'aider, peut-être que ce petit oiseau a encore une chance de survivre. En entendant ces mots, Kimnari s'envola instantanément dans les airs, en criant qu'elle serait vite de retour. Pendant ce temps, de l'autre côté, un groupe de monstres assiégeait le poussin. Ce dernier n'avait manifestement aucune puissance de combat. Il semblait à peine sorti de l'œuf. Soudain, la tête du chef des monstres fut arrachée d'un coup de pied. « Petit poussin, n'aie pas peur. Je viens te sauver. » Kimnari se souvint du passé, au laboratoire. Il s'avère que... son succès était jalousé par les autres, qui craignaient d'être qualifiés d'échec en conséquence. Sa poupée préférée avait même été mise en pièces par eux. Non seulement ça, mais les autres s'étaient aussi ligués contre elle. Elle ne pouvait pas comprendre, elle ne faisait qu'obéir aux ordres. Alors, pourquoi la harcelait-il? En voyant le poussin cette fois-ci, c'était comme si elle se revoyait elle-même dans le passé. L'instant d'après, Kimnari chargea avec férocité, concentrant une force surpuissante dans sa paume. C'est mal de s'en prendre à une seule personne quand on est nombreux. Avec un grand fracas, les monstres qui harcelaient le poussin furent tous pulvérisés. Pendant ce temps, j'étais en train de nourrir les mandragores avec ma propre magie. En tournant la tête, j'ai vu que Kimnari était revenu. Ce petit poussin a l'air de mourir. Il a été inconscient tout ce temps. J'ai regardé le poussin dans ses bras et j'ai tout de suite eu l'impression de le reconnaître.
C'était en fait l'oiseau de feu que j'avais trouvé en arrivant ici. Mais pourquoi était-il devenu un si petit oiseau? Bien que sa taille ait changé, je ne pouvais absolument pas me tromper. Je me suis immédiatement avancé pour vérifier. J'ai lentement tendu la main, et du mana a enveloppé ma paume. Même si je pouvais sentir qu'il avait subi de graves blessures. Heureusement, aucune n'était mortelle. Le mana de chaque monstre est porteur d'une histoire unique, et je peux en voir des fragments de mémoire. C'était bien le monstre de type immortel que j'avais rencontré plus tôt. Après avoir insufflé un peu de magie dans son corps. Je l'ai lâché. Il n'était plus en danger de mort, mais je ne comprenais toujours pas pourquoi il était devenu si petit. Peut-être que sa méthode de régénération était différente de la mienne. Kimnari a demandé s'il était en train de mourir, mais je l'ai rassuré en lui disant qu'il était juste un peu mal nourri. Il avait rétréci et ne parvenait pas à trouver assez de nourriture. En entendant mes mots, Kimnari s'est beaucoup détendu. Je venais de lui insuffler une grande quantité de magie, il devrait donc se rétablir bientôt. Kimnari se souvint du jouet qu'elle avait, ce poussin était son jouet préféré. Mais il avait été mis en pièces par les brutes. En regardant le poussin dans sa main, elle était toujours un peu inquiète que l'oiseau ne meure. Elle voulait que ce poussin vive ici, comme elle. Elle s'en occuperait, l'entraînerait et le nourrirait tous les jours. Ce petit oiseau deviendra très grand en grandissant, et son appétit augmentera aussi. Mais elle m'a tout de même assuré qu'elle pouvait s'en charger. En entendant cela, j'ai accepté, et elle était folle de joie. J'ai même suggéré de laisser le poussin garder la maison. Pendant ce temps, le poussin ouvrit lentement les yeux. Il se demandait encore où il était. En voyant la silhouette devant lui, il m'a immédiatement reconnu. L'humain qui lui avait pris sa peau. En pensant à ça, il écarquilla les yeux avec un petit cri. En réalisant cela, j'étais extrêmement choqué par la situation. Soudain, Kimnari souleva le poussin en l'air pour fêter le fait qu'il avait fait un bruit. Pendant ce temps, le poussin était encore plus confus, se demandant pourquoi il y avait une fille dans le royaume des démons. Kimnari frotta sa joue contre le poussin après l'avoir vu reprendre vie. Le serrant au point de presque l'étrangler. L'instant d'après, le poussin cria frénétiquement, disant à Kimnari de le lâcher rapidement. Cette fois, ce fut à mon tour d'être choqué. Je ne m'attendais pas à pouvoir comprendre clairement les mots du poussin. Plus tard, Kimnari a bandé le poussin, affirmant que le traitement était enfin terminé. Elle avait donné au poussin le nom de Q. Parce qu'il roucoulait comme un pigeon. Comment peux-tu me donner un nom comme ça sans me demander? J'avais déjà un nom, d'accord. Mais, pensant que Q avait soif, Kimnari lui a versé une bassine d'eau dessus. Il semblait que Kimnari ne pouvait pas entendre Q parler. Pendant ce temps, je me suis préparé à ramasser du bois pour fabriquer une armoire de rangement. J'ai mesuré les dimensions. Puis je me suis préparé à couper le bois. Avec un craquement, avant même que je n'utilise beaucoup de force, le bois s'est fendu en deux. Cela m'a grandement intrigué. J'avais clairement suivi les étapes pour fabriquer des tables et des chaises, mais cette fois-ci, ça s'est quand même cassé. Quel idiot! Les couleurs du bois sont différentes. Tu viens de choisir du bois tendre. Bien sûr qu'il s'est cassé en le coupant. Après avoir écouté l'explication de Q, j'ai finalement compris que la solidité dépendait du type de bois. Mais comment puis-je distinguer quel bois est le plus dur? Bien sûr, les rouges sont plus durs, mais en même temps. Q se demandait si je pouvais le comprendre. En l'entendant dire que le bois rouge était plus dur, je me suis préparé à en trouver pour essayer. Soudain, Q s'est levé. Il avait encore des doutes, mais a quand même décidé d'utiliser la télépathie pour lire dans mes pensées. Quand sa télépathie a touché mon esprit, elle a été bloquée par mon propre pouvoir. Q a été vraiment surpris au fond de lui. J'ai bloqué sa télépathie instantanément. Humain, peux-tu m'entendre? Ce n'est pas que je peux t'entendre. C'est plutôt comme si les mots apparaissaient simplement dans ma tête. Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'il pouvait comprendre notre langage humain. J'ai alors réalisé que Q était peut-être un monstre intelligent ultra rare, doté d'un QI extrêmement élevé. C'était la première fois que je voyais un monstre intelligent.
En personne. Je lui ai demandé s'il se souvenait de moi. Q a confirmé que c'était le cas et qu'il voulait me voir. Même si tu m'as écorché à l'époque, tu avais retiré le poison et tu m'as sauvé. Je me suis dit que si je te revoyais un jour, je devrais t'aider au moins une fois. Ensuite, je lui ai demandé s'il pouvait m'aider à trouver du bois rouge. L'instant d'après, Q a souri d'un air satisfait. Laisse-moi t'emmener là où poussent les arbres rouges. Pendant ce temps, Kimnari était poursuivie par une boule de feu. Elle n'arrêtait pas de dire à la personne derrière elle de ne pas la poursuivre. Je déteste le laboratoire. Va-t'en. Kimnari a glissé au moment où la boule de feu s'est écrasée sur la montagne devant elle. Kimnari ne s'était jamais attendue à ce qu'après seulement quelques jours de paix, des gens du laboratoire viennent la chercher. Elle n'avait peur de rien, sauf du feu, et elle détestait particulièrement le feu. Pas de doute, c'est la créature mécanique. Ce n'est pas génial de s'attaquer à une enfant, mais j'espère que tu comprends. Ma vie est aussi en jeu ici. Soudain, des griffes enflammées se sont précipitées vers Kimnari. Cela l'a effrayée au point de la faire pâlir. Elle était vraiment fichue cette fois. Mais à ce moment-là, j'étais intervenu pour bloquer l'attaque enflammée. Je te dirai où se trouvent les arbres rouges plus tard. Pour l'instant, sauver cette gamine passe avant tout. Je ne m'attendais pas à ce que Kimnari ait réellement peur du feu, et elle ne semblait pas non plus très stable mentalement. On va d'abord éteindre le feu. Q ajouta d'un air détaché, sans prendre à une gamine. Tu es vraiment un grand méchant. Le chasseur pensait que je visais aussi la créature mécanique. Il m'a dit de partir tant que je le pouvais encore, mais je l'ai immédiatement interrompu, tu parles trop. Cela a complètement enragé le chasseur. Espèce de salaud arrogant. L'instant d'après, ses mains se sont abaissées et une grande puissance de feu a jailli de ses paumes, se dirigeant droit sur moi. Cependant, je n'avais aucune intention d'esquiver. Très calmement, j'ai tendu un doigt. Immédiatement, un laser a jailli de mon doigt et la paroi rocheuse au-dessus de l'homme s'est soudainement brisée. Surpris, il est resté figé, perplexe. Mais bientôt, son visage changea radicalement, craignant la chute des rochers. Après m'être occupé du chasseur, j'ai demandé à Kimnari si elle allait bien. Tonton a éteint le feu tout à l'heure, alors je n'ai pas peur, répondit Kimnari. À l'avenir, quand tu rencontreras des choses qui te font peur, tu devras vaincre la peur elle-même. Juste à ce moment-là, je me suis préparé à attraper ce type pour le frapper à nouveau, mais soudain, il n'y avait plus que ses cheveux dans mes mains. Cela m'a stupéfié un instant. L'homme en face de moi était en fait chauve. Ce tonton chauve est vraiment trop drôle. Je suis tombé dans une profonde réflexion en regardant Kimnari. Ce type ne devrait pas faire le poids contre elle. Il s'avère qu'à ce moment-là, Q a utilisé la télépathie pour sonder Kimnari. Et a compris en gros ce qui s'était passé. Q a également partagé avec moi tous les souvenirs qu'il avait sondés. L'image montrait quelqu'un dans le laboratoire, en train de rire de Kimnari. Cette personne était un membre du laboratoire. Il devenait de plus en plus satisfait de sa création, car le corps liquide qu'il étudiait semblait avoir une conscience propre et générait de la peur en son sein. Ce chercheur était un utilisateur de capacité de l'attribut feu, et il torturait Kimnari avec son pouvoir tous les jours. Je me suis immédiatement avancé et je lui ai tapoté la tête, en lui disant qu'elle avait fait du bon travail. J'ai demandé à Kimnari comment nous devrions nous occuper de ce type. Kimnari a eu une très bonne idée. Nous avons donc laissé ce chauve entre ses mains. Un instant plus tard, le chauve était suspendu par Kimnari à une falaise, son corps subissant l'impact de la cascade. Kimnari a senti que le chauve était un utilisateur de l'attribut feu, et que seule sa suspension au-dessus de la cascade. Le feu pourrait-il être éteint pour qu'elle n'ait pas peur? Tu es un méchant oncle chauve. En voyant ça, j'étais quelque peu soulagé qu'elle puisse se rétablir plus vite que je ne le pensais. À ce moment-là, Q était un peu perplexe, me demandant pourquoi j'étais allé chercher de l'eau à la rivière. Je lui ai dit que c'était pour les nouilles instantanées. En entendant ça, Kimnari était incroyablement ravi.
disant à Q que c'était très délicieux. Le chauve suspendu à la cascade me fixait d'un regard noir. Il sentait que je devais être un chasseur de rang S ou plus. Il avait l'impression que je cachais ma force. Il me soupçonnait d'être un chasseur solitaire, travaillant hors du système. Mais il trouvait quand même que le laisser pendu là à nous regarder manger des nouilles instantanées était un peu inapproprié. Bientôt, Kim Nari a attrapé 3 piranhas. Le spectacle de notre préparation de nouilles instantanées était entièrement visible par le chauve en haut. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il cuisine les monstres directement? Il ne trouve pas que ça a un goût de poisson très prononcé? Et pourquoi y a-t-il autant d'eau? Il se demandait si on savait au moins comment préparer correctement des nouilles instantanées. S'il vous plaît, faites-moi descendre. Je vais préparer les ramens instantanés moi-même pour vous tous. À cet instant, le chauve était à table, se préparant à faire les nouilles instantanées. Pour certains, ce n'est peut-être qu'un bol de nouilles instantanées ordinaires. Mais pour le chauve, cela pouvait signifier la vie ou la mort. Depuis des temps immémoriaux, les nouilles instantanées exigent un cœur sincère. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de s'en tenir à ce qu'il savait. Cette fois, il devait préparer 3 portions. Il a ajouté les nouilles et la base de soupe dans l'eau bouillante. Ensuite, il a laissé cuire pendant exactement 4 minutes et 30 secondes. Son rythme cardiaque était stable à 60 battements par minute. Donc après 270 battements de cœur, il savait que c'était le moment parfait. Écoutant son cœur, il comptait les pulsations. Mais à 200, il a soulevé les nouilles pour les aérer. C'était l'étape cruciale pour exposer les nouilles à l'air, afin d'obtenir une texture moelleuse. Il savait qu'il aurait pu faire mieux avec du kimchi, mais c'était le meilleur qu'il pouvait faire dans le royaume des démons. Je n'ai aucun regret. Un plat de nouilles instantanées parfumées a été servi sur la table. L'expression de tout le monde était légèrement surprise. J'ai calmement pris des baguettes pour goûter. Puis il y a eu un silence. La scène semblait figée. L'instant d'après, un éclair a traversé l'esprit de nous 3. Ce goût était tout simplement explosivement délicieux. C'était le goût de la sincérité. Oncle, ce goût est vraiment trop délicieux. J'envie vraiment les humains de pouvoir manger des délices pareilles tous les jours. En fait, j'étais aussi surpris. Je n'avais jamais rien mangé d'aussi délicieux non plus. Après un repas copieux, Q était repu sur la table. À ce moment-là, le chauve s'est approché pour me demander comment c'était. Mais à la place, j'ai répondu, « Et, le chauve. Donne ton prix. » Cependant, mes mots l'ont un peu déconcerté. Tu l'as rendu si délicieux que je suis un peu gêné de le manger gratuitement. Alors si tu as quelque chose à demander, dis-le. Tant que je peux le faire, je te satisferai. Cela a fait déglutir le chauve. S'il vous plaît, enseignez-moi. Je m'appelle Nam Jisuk. Et je veux être fort comme vous. De quoi tu parles? Et qu'est-ce que tu veux que je t'apprenne? Il pensait que j'étais le chasseur le plus fort qu'il ait jamais vu. Puis Nam Jisuk a crié haut et fort qu'il pouvait cuisiner d'autres plats. Et qu'il avait des diplômes, mais c'était un mensonge. Puis il a continué, en disant qu'il pouvait faire un excellent poulet frit, ce qui était vrai. Il s'est porté volontaire pour être notre homme à tout faire, qu'il nous trouverait des provisions et des vêtements du monde humain selon nos besoins. Il était même prêt à payer pour les leçons. Il voulait s'entraîner avec moi et monter au rang A. Cependant, avant que je ne réponde, j'avais une question à lui poser. A-t-il attaqué Kim Nari pour la prime? Immédiatement, le visage de Nam Jisuk a révélé des yeux pleins de grief. C'était sa raison personnelle, donc il ne pouvait pas en parler. Mais il a juré qu'attaquer Kim Nari n'était absolument pas pour la prime. Tant qu'il pouvait réussir l'examen de promotion des chasseurs, rien d'autre ne comptait. Dans ce cas, je t'accepte comme disciple. Après un bon repas, place à une bonne séance d'entraînement. En entendant cela, Kim Nari a crié avec enthousiasme. Je veux aussi m'entraîner avec l'oncle chauve. Je veux vaincre ma peur. Je veux essayer d'éteindre le feu moi-même.
Tu as été battu jusqu'aux larmes par moi la dernière fois. Tu n'as pas oublié si vite, n'est-ce pas? Juste à ce moment-là. J'ai montré une pierre non loin de là, voulant tester si Nam Jisuk pouvait la briser. Nam Jisuk l'a reconnue au premier coup d'œil comme de l'obsidianite. Sa dureté est plusieurs fois supérieure à celle du diamant. Il s'est empressé de dire qu'il ne pouvait pas le faire. Après tout, l'obsidianite est très difficile à briser. Il faudrait au moins une personne de rang A pour y arriver. Cependant, à peine sa voix s'était-elle éteinte que l'obsidianite derrière lui a explosé. Le visage de Nam Jisuk s'est rempli de stupeur, il pouvait à peine en croire ses yeux. La personne qui avait agi était Kimnari. Oncle Chauve, s'il te plaît, viens t'entraîner avec moi. Il s'avère que Nam Jisuk était autrefois un chasseur à l'avenir prometteur. Il a éveillé sa capacité à l'âge de 8 ans, ce qui était un cas exceptionnellement rare. Plus tard, il a participé à l'examen des chasseurs et a atteint le statut de chasseur de rang B avant ses 20 ans. La croissance explosive et la renommée qui s'en est suivie furent une période très satisfaisante pour Nam Jisuk, qui aspirait à devenir un chasseur de haut niveau. Cependant, il avait aussi un grand défaut. Un défaut qui est apparu bien trop tôt. À l'âge où la plupart des gens commencent à s'éveiller, il a commencé à devenir chauve. Il n'avait qu'une petite vingtaine d'années. Mais le sommet de son crâne était déjà dégarni. Par la suite, il a consulté de nombreux hôpitaux, mais sans jamais trouver de remède. Même les implants finissaient par tomber. Ce jour-là, il a pleuré, car le médecin lui a dit que quoi qu'il fasse, ses cheveux ne repousseraient plus. Lui qui était autrefois plus éblouissant que quiconque, avec son physique avantageux et son talent naturel. Mais cette vaine renommée n'était rien en comparaison de sa chevelure. Après ça, sa carrière de chasseur a stagné. Peu importe ses efforts, il n'arrivait pas à atteindre le rang A. Jusqu'au jour où il regardait une émission dans son salon. Le programme présentait le docteur Han Myung-do de l'Institut Ambi. Il parlait d'une substance métallique liquide rare du royaume des démons, et que lorsqu'elle s'était déversée sur la tête de quelqu'un, ses cheveux avaient repoussé. Au début, il n'y a pas cru, pensant que ce docteur racontait n'importe quoi. Mais ensuite, le médecin a ajouté que le métal liquide n'était pas destiné à traiter la calvitie. Pourquoi ne pas en faire une crème contre la chute de cheveux? Ce produit aiderait vraiment l'humanité. Plus tard, il a vu une information en ligne disant que la créature mécanique sur laquelle ce docteur faisait des recherches s'était échappée dans le royaume des démons. Instantanément, il a décidé de s'y rendre. Il était certain de la trouver et de se la verser sur la tête. Ainsi, il pourrait enfin retrouver ses cheveux. Mais voilà que, contre toute attente, il venait d'être si facilement vaincu par la créature mécanique. Après que Kimnari a remporté le combat, elle a éclaté de rire sur le côté. Pendant ce temps, j'avais enfin construit une armoire. Suivant la recommandation de Q, j'ai jeté un œil et j'ai été surpris par la persévérance de Nam Jisuk. Il s'était fait rosser toute la journée, et pourtant, comment se faisait-il qu'il semblait encore si plein d'énergie? Nam Jisuk a interpellé Kimnari pour un autre combat. Q reconnaissait la capacité de flamme de Nam Jisuk, mais Kimnari était elle aussi au-dessus de la moyenne. Nam Jisuk s'est précipité vers Kimnari à une vitesse fulgurante. Immédiatement, Nam Jisuk a utilisé une attaque de feu, mais c'était comme frapper une masse liquide. Juste au moment où Nam Jisuk pensait avoir réussi, une silhouette liquide est apparue devant lui en une fraction de seconde. Kimnari a donné un coup de pied au front de Nam Jisuk. La puissance de ce coup était énorme. Nam Jisuk a été projeté en l'air. Je n'ai plus peur du feu maintenant. C'est entièrement grâce à toi, tonton. Pendant ce temps, Nam Jisuk sentait qu'il avait atteint sa limite. En tant que chasseur de rang B depuis toujours. Cependant, il s'est lentement relevé. Il devait persister. Avec une si bonne partenaire d'entraînement, il ne pouvait pas gâcher cette occasion. Alors, Nam Jisuk s'est relevé une fois de plus. Il a toujours été comme ça. Un homme qui ne savait pas abandonner. Au moment où Nam Jisuk se préparait à la défier à nouveau, il s'est rendu compte que son nez saignait.
Je lui ai demandé depuis combien de jours il était dans le royaume des démons. Il a répondu que ça faisait environ 9 jours. Alors je lui ai dit de rentrer d'abord, sinon l'aura de contamination finirait par le tuer. Mais quand même. Je pense que tu as le potentiel pour devenir un rang A, assure-toi de tout donner. Nam Jisuk était encore un peu déprimé à ce sujet. Il avait échoué à l'examen de rang à 6 années de suite. Apparemment, si on échoue à l'examen de passage de rang pendant plus de 3 ans, il n'y a plus aucun espoir. Cependant, je sentais qu'il pouvait réussir l'examen de rang A, car je percevais que son noyau de mana avait encore une marge de progression. Alors je lui ai dit de ne pas abandonner. Nam Jisuk a ouvert le portail de téléportation pour retourner dans le monde des humains. Il a promis d'apporter plus de nourriture délicieuse la prochaine fois. Il a rappelé à Kimnari de bien s'entraîner, sinon elle se ferait battre par lui la prochaine fois, c'était sûr. Pendant ce temps, Q regardait Nam Jisuk d'un air pensif. Après le départ de Nam Jisuk, Q s'est tourné vers moi pour me demander si j'étais si sûr de lui. Si ce chauve nous trahit, il pourrait ramener de nombreux chasseurs pour capturer Kimnari la prochaine fois. Mais je lui ai retourné la question, en affirmant que c'était lui qui pouvait lire les souvenirs. Auparavant, Q avait en effet lu la mémoire de Nam Jisuk. Et il avait découvert que tout ce qu'il disait était vrai. J'ai dit que c'était suffisant. Tant qu'il était sincère, il valait la peine d'investir en lui. Une fois que tout s'est calmé, nous sommes retournés à la petite cabane. Kimnari trouvait que la pièce était bien. Mais un peu sombre. Instantanément, mon bras s'est transformé en lame et j'ai découpé une fenêtre dans le mur. Puis j'ai vu Kimnari se transformer en tronçonneuse et couper le bois à côté elle aussi. L'instant d'après, elle sautillait joyeusement. Elle avait aussi appris à faire des fenêtres. Mais même avec une fenêtre, il ferait quand même sombre la nuit. J'ai donc pensé qu'il nous fallait de la lumière. Dans mes souvenirs, le royaume des démons possède quelque chose appelé la pierre lumineuse. Une pierre qui peut briller dans les endroits sombres. En ramassant quelques-unes pour les suspendre au plafond, ça illuminerait la pièce. Et cette chose n'apparaît que dans les zones volcaniques. La zone volcanique était une région notoirement dangereuse, et c'était aussi la région d'origine de Q. Kimnari a pincé la joue de Q en me demandant ce qu'il avait dit. Elle sentait que Q semblait très triste à l'instant. Et elle a demandé si j'avais un moyen de le rendre plus heureux. J'ai répondu qu'il s'inquiétait juste que ce soit dangereux pour nous. D'aller dans la zone volcanique. J'ai donc décidé d'y aller seul pendant qu'il resterait ici pour garder la maison. Mais Kimnari voulait vraiment y aller et elle a dit qu'elle n'avait plus peur du feu et qu'elle pourrait peut-être m'aider là-bas. Q voulait aussi visiter sa ville natale car il avait des affaires à régler. J'ai accepté et j'ai préparé l'équipement nécessaire. On dit qu'au plus profond de la zone volcanique vivent des monstres très puissants. Le simple fait de poser le pied au bord du volcan provoquerait des brûlures, et pourtant, la petite fille jouait avec le magma au centre du volcan. Cette fille est une créature mécanique, donc ce n'était rien pour elle, mais toi, comment vas-tu? Qui es-tu, au juste? J'ai répondu honnêtement que j'étais un chasseur de chimères. Suite à une renaissance, j'étais redevenu humain. J'ai demandé à mon tour à Q si notre présence le dérangeait. À mon grand soulagement, il a dit qu'il aimait discuter avec nous après que Kimnari soit arrivé. Nous nous sommes dirigés vers les profondeurs de la zone volcanique. Kimnari a aperçu le pic du volcan devant elle, a couru rapidement et s'est tenue au sommet, célébrant son ascension. Cependant, j'ai remarqué de nombreuses pierres lumineuses sur la paroi en contrebas. Mais plus bas encore, j'ai vu 2 crapauds de feu. Ce crapaud de feu pleurait bruyamment. C'est seulement à ce moment-là que Kimnari a remarqué qu'il y avait un crapaud de feu noirci devant lui. C'était un crapaud de feu mort. Ce devait être sa mère. Elle portait même des œufs sur son dos. Qui aurait cru que c'étaient des œufs fraîchement pondus qu'elle transportait? Mais dans cette situation, il semble qu'elle soit morte pendant son déplacement, et à cette température, ses œufs ne survivraient pas non plus. Ce crapaud de feu n'était pas seulement triste de la mort de sa mère, mais aussi pour les frères et sœurs sur son dos. C'est alors que je suis passé à l'action. J'ai sauté en bas, avec l'intention d'aider le crapaud de feu à partir d'ici.
Avec un bruit sourd, j'ai atterri fermement sur le sol. Le crapaud de feu a tourné la tête, sentant que cette personne venait avec de mauvaises intentions. En haut, Q m'a dit de ne surtout pas l'approcher, car le crapaud de feu était dans une phase très sensible. Le crapaud de feu a commencé à accumuler de la puissance dans sa gueule. L'instant d'après, une flamme en a jailli, mais mon doigt a transpercé les flammes. La seconde suivante, j'ai pressé mon doigt sur la tête du crapaud de feu. Ce dernier s'est effondré directement au sol. Sans même se débattre. C'était parce que j'avais la toxine paralysante du cobra Nico dans mon corps. J'en ai juste mis un tout petit peu pour qu'il soit assommé. J'ai dit à Kimnari en haut d'attendre et que tout allait bien maintenant. Heureusement, j'ai des cellules de crapaud de feu en moi. Je pouvais donc les transférer. Mais malheureusement, les morts ne peuvent être soignés. Par la suite, j'ai retiré l'ovaire de la mère crapaud. Et je l'ai attaché au corps du crapaud de feu. Alors que je terminais la procédure, le crapaud de feu s'est réveillé et a vu les œufs sur son dos. Soudain, il a rampé jusqu'à sa mère et s'est frotté la tête contre elle. Il disait un dernier adieu à sa mère. Puis, les griffes du crapaud de feu ont exercé une légère force et il a immédiatement bondi haut dans le ciel. D'un seul saut, il est passé d'en bas à derrière Kimnari. Avant de partir, ce crapaud de feu a tourné la tête pour nous regarder. Quand Kimnari a croisé son regard, elle a clairement senti que l'autre semblait exprimer de la gratitude. Finalement, il est parti en sautant avec ses frères et sœurs sur le dos. Kimnari s'est exclamé, « J'ai compris le crapaud de feu à l'instant. » On aurait dit qu'il me disait merci. Il semble que les monstres du royaume des démons aient un QI assez élevé, capable d'exprimer des émotions à des étrangers. Un instant plus tard, j'ai dit à Kimnari de descendre et de ramasser quelques pierres lumineuses, pour que nous puissions rentrer sans encombre. Elle a réussi à en arracher une. J'ai dit à Kimnari de faire attention. Si elle en laissait tomber une sur son pied, ça lui ferait mal. Pendant ce temps, Q nous aidait aussi à extraire des pierres lumineuses. Mais j'ai vu qu'il semblait très fatigué. Apparemment, c'était parce qu'il avait moins d'énergie en raison de sa taille. Je lui ai dit que ce n'était pas grave s'il n'aidait pas, puisqu'il avait ses propres affaires à régler, d'autant plus qu'il avait apporté des cadeaux pour ses amis. Nous sommes des monstres. Comment des monstres pourraient-ils avoir des amis? Je ne veux pas les voir. Je vais juste poser les cadeaux par terre. Je me suis lamenté sur le fait que ses semblables lui manquaient en réalité. Il semble que les monstres intelligents soient vraiment différents. Cependant, j'étais curieux de savoir pourquoi Q voulait quitter son groupe. Il y avait de bons côtés à acquérir de l'intelligence, mais apparemment, il y en avait aussi de mauvais. Il était le seul à connaître le langage. Tous les autres étaient des êtres primitifs. C'est cette solitude qui l'a poussé à quitter son groupe. Juste à ce moment-là, Q a essayé d'arracher une autre pierre lumineuse. Mais elle ne voulait pas bouger. Cependant, quand il a réussi à la tirer, la pierre s'est détachée de ses griffes et est tombée au sol en se fissurant. Kimnari a alors découvert un œuf de monstre par terre. Il y avait une fissure sur le dessus, probablement à cause de la pierre lumineuse qui était tombée. Normalement, la coquille d'un œuf doit être brisée de l'intérieur par le bébé pour qu'il puisse sortir. Ce n'est qu'à cette condition qu'il grandira sainement. Kimnari voulait le ramener, après tout. Le laisser ici risquait de le transformer en œuf grillé. Mais Q s'y est opposé. Pendant ce temps, j'avais déjà pensé à l'endroit parfait pour mettre l'œuf, à l'intérieur du nouveau placard. Nous avons donc décidé de ramener cet œuf, ignorant complètement l'opinion contraire de Q. Après tout, c'était fondamentalement Q qui avait cassé cet œuf. Nous devions donc en prendre la responsabilité. Pendant ce temps, Q s'inquiétait juste que Kimnari soit en danger. Mais avec moi, je garantissais qu'aucun danger ne surviendrait. Quand nous sommes revenus, c'était déjà le matin du deuxième jour. Dès notre arrivée, nous avons trouvé Namji Izuku, mais j'ai remarqué que l'expression de ce type semblait un peu étrange. Je lui ai tendu le lourd sac de pierres lumineuses. Cependant, l'instant d'après, il a été stupéfait. Il ne s'attendait pas à ce que ce paquet soit si lourd. À ce moment-là,
j'ai dit à Namji Izuku de relever la tête, car on aurait dit qu'il s'était fait tabasser. Pendant ce temps, au repère, un paquet de nouilles était posé là. Plusieurs oiseaux de feu, ressemblant à Q, se sont rassemblés autour, curieux. Mais après avoir mangé les nouilles instantanées, ils ont pépillé joyeusement et dansé de joie. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit du genre à se faire battre. Cependant, il a changé de sujet et est allé nous préparer à manger. Un instant plus tard, j'ai poli la pierre lumineuse que j'avais ramenée avec ma lame. Kimnori a demandé avec curiosité ce que je fabriquais, et je lui ai dit que c'était une lampe en pierre lumineuse. J'allais l'accrocher au plafond, donc je voulais qu'elle soit jolie. En entendant cela, Kimnaru était émerveillée. Elle trouvait que je savais tellement de choses, que j'étais particulièrement intelligent, en plus de ça, particulièrement gentil. À cet instant, aux yeux de Kimnari, j'étais aussi formidable qu'un père. Comment va ton père dans la tribu de la noix de coco? Ne prévois-tu pas de lui rendre visite un jour? Le soir est tombé. Cette fois, Q était allongé dans la terre, se reposant. Il ne faisait pas aussi chaud ici que dans la zone volcanique. Mais son corps était sur le point de fondre. C'est alors que les mandragores dans le sol se sont dressés derrière Q, les trois petites empilées les unes sur les autres. Puis leurs yeux sont devenus d'une férocité incomparable. L'instant d'après, la mandragore du dessus a soudainement bondi, puis a déchaîné l'attaque mortelle des mandragores. Cependant, la mandragore a simplement rebondi. Sur le côté, Nari ne comprenait pas pourquoi elle se querellait. Je lui ai expliqué que Q avait d'abord empiété sur leur territoire, c'est pourquoi elles étaient en colère. Peu de temps après, Namji Asuke a servi une assiette de poche de tofu préparée avec le cœur. Ce plat est facile à faire, mais il a quand même l'air impressionnant. Il a agité sa grande main, nous disant de manger rapidement, sinon ce ne serait pas aussi bon froid. Cependant, avant de manger, je voulais toujours que Namji Izuku réponde à la question que je lui avais posée plus tôt, qu'est-il arrivé à son visage? Namji Izuku avait du mal à parler. Il s'avère qu'après être retourné dans le monde des humains, il a rencontré des chasseurs de rang A. Quand il est allé à l'association des chasseurs pour s'inscrire à l'examen, ces chasseurs de rang A se sont d'abord moqués de lui. Puis l'ont tabassé, disant qu'il ne devrait pas venir salir les eaux du rang A. Ils ont commencé par se moquer de Namji Izuku à propos de sa perte de cheveux. Et après que son amour-propre a été blessé, il a été provoqué par eux, « Tu ne t'es pas rasé les cheveux? Tu n'es pas complètement chauve. » Namji Asuke s'est soudainement lancé dans un monologue sérieux sur la perte de cheveux et sa calvitie. Et apparemment, l'examen de promotion était dans 60 jours. En entendant cela, je lui ai dit qu'il était temps de commencer un entraînement spécial. Pour gagner du temps sur l'entraînement de Namji Asuke, Kimnaru ferait la vaisselle ces prochains jours. Quant à la première tâche que je lui ai confiée, c'était de laver les pierres lumineuses dans mon sac à dos. Cela l'a stupéfié. Il pensait que ce serait un entraînement spécial. Ensuite, j'ai dit à Kimnari de m'accompagner à la pêche. Namji Izuku se sentait très impuissant, mais il sentait que j'avais une raison pour faire ça. Il a alors ramassé le lourd sac de pierres lumineuses. Et il était déterminé à obéir à mes ordres, car Namji Izuku est un homme qui s'est hissé jusqu'à la classe B à la force du poignet. Grâce à l'effort et au travail acharné. Namji Izuku était un homme diligent et persévérant, un homme loyal jusqu'au bout. Il n'arrêtait pas de s'encourager en s'enfonçant dans la forêt. Pendant ce temps, Kimnari et moi pêchions au bord de la rivière. Mais nous n'attrapions rien. Au contraire, là-bas, Namji Isuke était constamment pris pour cible par des piranhas. En entendant ces plaintes, je me suis dit que ce type avait vraiment besoin de beaucoup de supervision. Je suis donc allé à ses côtés pour le guider un peu. Tu aurais pu créer un bouclier avec ton mana. Cependant, malgré sa pratique, il a dit que ça ne se passait pas très bien. En entendant cela, j'ai pris une pierre lumineuse du sac à dos. Je lui ai dit de tenir la pierre de toutes ses forces, mais au moment où il l'a prise, un flux de magie s'en est émané, le mana de la pierre lumineuse. Cela l'a empêché de mettre de la force dans ses bras, et je l'ai informé que les pierres lumineuses contiennent du mana condensé.
Le mana du royaume des démons est une puissance brute, non raffinée, donc. Il faut repousser ce mana avec de la magie raffinée pour pouvoir utiliser sa force. Le mana dans son corps était déjà très suffisant. Il ne savait simplement pas comment l'utiliser. L'instant d'après, mon doigt a tapé fermement sur ses épaules, lui ouvrant des canaux d'infusion de mana. Suis ce chemin et canalise ton mana à travers lui. Immédiatement, il s'est penché sans hésitation et a attrapé la pierre lumineuse au sol. Il a lutté de toutes ses forces contre la pierre lumineuse, y mettant une force extrême. L'instant d'après, il a réussi à soulever la pierre lumineuse bien haut. Alors tout avait vraiment une raison. Tout ça, c'était pour son entraînement de mana. Et maintenant, il nettoierait volontiers toute la vaisselle à l'avenir. Le temps a passé vite et le soir est arrivé. La pierre lumineuse polie a été accrochée par mes soins au plafond, rendant la pièce relativement lumineuse. Sur le côté, Nam Ji-Zook parlait dans son sommeil. Q dormait dans le tiroir, serrant dans ses bras l'œuf qu'il avait brisé. Mais à ce moment-là, il a ouvert violemment les yeux. En y regardant de plus près, j'ai vu que Kimnari s'était levée à un moment donné, ne sachant pas où cette petite fille voulait aller si tard. À ce moment-là, Kimnari se tenait dans la rivière. Elle était très triste car ses vêtements étaient en lambeaux, sales et vieux. Pourtant, elle essayait de laver les vêtements que je lui avais donnés. Il s'avère qu'étant enfant, elle n'avait rien d'autre à se mettre. On dirait que j'avais négligé ses besoins. Bientôt, Kimnari sourit doucement. Les vêtements étaient enfin propres et les taches avaient disparu. À ce moment-là, je suis sorti nonchalamment de derrière un arbre. Surprenant Kimnari. J'ai dit que Q et moi étions sortis nous promener. Puis j'ai dit à Kimnari de ne pas bouger. Et je lui ai noué une corde autour de la taille, puis j'ai glissé la fleur préférée de Kimnari à sa ceinture. Kimnari avait l'air incroyablement heureuse. Sentant que ses vêtements avaient été embellis, elle a même dit que maintenant nos tenues étaient assorties. C'est alors qu'un bruissement est venu des buissons derrière nous. Surprenant Kimnari. Elle m'a demandé précipitamment ce qu'était ce bruit. J'ai gloussé en lui disant de ne pas s'inquiéter. Que c'était juste une sauterelle, la sauterelle d'acier, un monstre de classe B. Au fait, Kimnari. Y a-t-il quelque chose dont tu as besoin, comme des vêtements ou des chaussures par exemple? Mais tu m'en as déjà donné? Et j'aime beaucoup celui-ci. D'accord, si tu le dis. Bien que Kimnari ait dit qu'elle n'en avait pas besoin. Je prévois quand même d'aller lui acheter des vêtements. Ce n'est pas normal qu'elle n'ait qu'un seul ensemble qui ne lui va même pas. J'avais initialement l'intention d'emmener Kimnari dans le monde des humains pour acheter des vêtements ensemble, mais le traumatisme du monde humain pourrait encore être trop difficile à gérer. Je me souviens qu'il y avait un magasin à proximité, spécialisé dans les vêtements pour enfants, mais je ne me souvenais pas clairement de l'emplacement exact. À ce moment, une main a tiré sur ma manche. Il m'a demandé si je cherchais un magasin de vêtements. Il a affirmé que tant que j'étais prêt à payer 10 000, il pourrait m'emmener au meilleur magasin de vêtements d'ici. J'ai hoché la tête et j'ai dit d'accord, mais que je n'avais pas de monnaie sur moi. Je le paierai quand j'en aurai. Le garçon soupira, pensant que j'étais vraiment pitoyable. Après un voyage dans le royaume des démons, je n'avais même pas 10 000 sur moi. À contre-cœur, il m'a quand même dit de le suivre jusqu'au magasin. J'ai ricané, trouvant ce petit gars assez intéressant. Apparemment, il s'appelait Obansu et je me suis présenté comme Shiodo-won. Il a dû penser que j'étais un novice qui ne s'était pas éveillé depuis longtemps. Car peu de gens sortiraient d'un portail sans équipement. Il a donc estimé que mon équipement avait été entièrement volé par d'autres. Tu as l'air jeune, mais tu en sais beaucoup. Puis il s'est un peu fâché, en disant qu'il avait déjà 17 ans. Et que ce n'est pas parce qu'il était petit et mal nourri qu'il était un enfant. C'est alors que j'ai levé les yeux. Et j'ai vu quelques voyous en train de voler l'argent de quelqu'un. C'était déjà la norme dans les bas-fonds, car il y avait cette brute dans le quartier. Beaucoup de gens faisaient un détour. Il s'avère que ce gang, le gang de l'espace, avait étendu son territoire du district 11 au district 13. La police avait également renoncé à s'occuper d'eux. En voyant cela, j'ai voulu savoir si l'orphelinat du district 13
où je vivais autrefois, était toujours là. Pendant ce temps, la propriétaire du magasin de vêtements s'ennuyait à mourir. Encore aucune vente aujourd'hui. Elle se disait qu'elle devait être folle pour ouvrir un magasin de vêtements dans les bas-fonds. C'est alors que la porte du magasin, chose rare, s'ouvrit. Aubensu salua la propriétaire mais se fit gronder par elle. « Ne m'appelle pas, Tantine, je suis encore très jeune. » J'ai regardé autour de moi. C'était la première fois que j'entrais dans un magasin pour acheter des vêtements. À ce moment-là, la propriétaire a demandé à Aubensu de s'approcher. « Pourquoi as-tu amené un pauvre dans le magasin? Est-ce qu'il a l'air de pouvoir s'offrir des vêtements ?» Bien que j'ai entendu leur conversation, je n'ai rien dit, me contentant de regarder les vêtements de mon côté. « Si tu ne ressemblais pas à mon défunt frère, je ne te donnerais même pas à manger. La prochaine fois, serre-toi de tes yeux. » J'ai tourné la tête et j'ai vu qu'ils se disputaient encore, alors je les ai interrompus. Ils se sont retournés et ont été aveuglés par une lumière dorée. Car ce que je leur tendais, c'était une liasse de 10 millions. La propriétaire était alors trop choquée pour parler et Aubensu avait la même expression. En un instant, la propriétaire a rompu le silence. Les deux ont commencé à changer d'attitude envers moi. Aubensu m'a immédiatement servi du thé et de l'eau et m'a offert un tabouret. La propriétaire a affirmé qu'elle avait de tout ici. Tant que c'était pour des enfants, elle pouvait le vendre. En apprenant que j'achetais des vêtements pour une petite fille, la propriétaire fut instantanément folle de joie. Sa spécialité était de choisir des vêtements de fille pour les autres, alors elle n'arrêtait pas de me vanter la douceur et l'esthétique de chaque vêtement. En un rien de temps, elle en avait déjà choisi des dizaines pour moi. Par la suite, son imprimante ne s'est jamais reposée, imprimant constamment des reçus. La propriétaire était presque émue aux larmes. Avec une seule vente, son magasin avait été complètement dévalisé. Elle tenait ce magasin depuis si longtemps et avait enfin fait une vente, et à peine la porte poussée, c'était un dévalisage complet. La propriétaire s'est alors mise à pleurer bruyamment, espérant que je reviendrais la prochaine fois. Pendant ce temps, j'ai aussi trouvé 2 ensembles de vêtements et j'ai tendu 1 million à Aubensu en le remerciant de m'avoir amené acheter des vêtements point modèle. Ensuite, je lui ai demandé une autre faveur. Quelques instants plus tard, nous sommes arrivés à un hôtel propre et correct que j'avais demandé. Il se trouvait près d'un poste de police et le propriétaire était également très gentil. Puis, je lui ai demandé de m'attendre un moment devant la porte. Je sortirai bientôt. En regardant mon dos s'éloigner, Aubensu a senti que quelque chose clochait. Qui lui donnerait 1 million et lui achèterait de nouveaux vêtements? Il craignait que je sois un sale type et qu'il devrait s'enfuir, mais il s'est ensuite dit, et si j'étais juste une bonne personne? Comme la propriétaire, une bonne personne. Je venais de sortir de l'hôtel, bien sûr. Il a dit que c'était effectivement propre et que le propriétaire semblait gentil. Je vois que tu as toujours vécu dans la rue. Vis ici à partir de maintenant. J'ai prépayé 1 an de loyer. Et les frais de nourriture pour toi. Cependant, la méfiance persistait dans son cœur. Si j'entre, est-ce que tu vas me kidnapper? Mais j'ai ignoré cette remarque et il a continué à me demander quel était mon motif. Tu viens de me rencontrer pour la première fois aujourd'hui. Mais pourquoi as-tu été si bon avec moi tout ce temps? Ça me rappelle juste comment les choses étaient avant. Il y a longtemps, je vivais comme toi. Finalement, je lui ai dit au revoir et je suis rentré chez moi. À ce moment, Kim Nari et Nam Ji-Zook sont venus me chercher. Kim Nari ne m'avait pas trouvé ce matin et ne savait pas où j'étais allé. Mais quand je lui ai tendu un grand sac de vêtements, ses yeux se sont immédiatement illuminés. Je suppose qu'il n'y a rien pour moi dans cette pile de vêtements, n'est-ce pas? Instantanément, je lui ai confirmé. Cependant, Kim Nari, là-bas, s'était déjà emparé joyeusement des nouveaux habits. Pendant que nous discutions gaiement dehors, des fissures semblaient se multiplier sur la coquille de l'œuf à l'intérieur de la pièce. En y regardant de plus près, il semblait que cet œuf tremblait légèrement. Juste après mon retour du monde des humains avec un grand sac de vêtements que j'avais acheté,
Kim Nari portait des tenues différentes chaque jour pour que je les évalue. Ko et moi pensions tous les deux que ça lui allait très bien. Cependant, Kim Nari voulait toujours essayer d'autres vêtements. Un instant plus tard, elle a rencontré un problème, s'en mêlant avec une salopette. Puis, en portant une chemise à manches longues, elle a eu l'impression d'être un fantôme. En voyant ça, j'ai eu un petit rire. Je sentais qu'elle était tellement excitée. Finalement, Kim Nari a tapé lourdement du pied par terre. Elle avait enfin choisi sa tenue. Elle aimait celle-ci parce qu'il y avait un poulet sur ce vêtement qui ressemblait particulièrement à Ko. Juste à ce moment-là, Ko a posé une question, « N'as-tu jamais pensé à où ranger autant de vêtements ?» Mais j'y avais déjà pensé. Pour mon prochain projet, j'allais construire un dressing. Cependant, cela signifiait que nous aurions besoin de plus de bois, alors j'ai appelé Nam Ji-Asuk pour qu'il vienne un moment. En entendant mes mots, Nam Ji-Isuk a explosé de toute sa puissance. Et a sprinté vers moi. Moi, Nam Ji-Isuk, je suis toujours prêt pour un entraînement spécial. Puis, Nam Ji-Isuk m'a respectueusement tendu les vêtements qu'il tenait à la main, disant que c'était mon équipement d'entraînement. Il a expliqué, un peu confus. Ta tenue était imbibée d'un poison incroyablement puissant. J'ai failli mourir en la touchant. Je suppose que ce doit être une méthode d'entraînement unique. Je la respecte grandement. Cependant, en réalité, j'avais juste la flemme de la laver. Puisque tu l'aimes tant, alors tu peux la porter. Vas-y, puis va dans la forêt couper du bois. Mais soudain, Kim Nari a appelé depuis la fenêtre. Pour que je vienne vite. Il y avait un problème avec l'œuf. À cet instant, nous étions tous debout devant cet œuf. Ses mouvements deviennent de plus en plus violents. On dirait qu'il est sur le point d'éclore. Est-ce que ça ne pourrait pas devenir un monstre de classe désastre? Mais Kim Nari était sûr que ce serait un monstre mignon. Juste à ce moment-là, un petit coin de la coquille s'est brisé et un œil s'est révélé de l'intérieur. Nam Ji-Isuk était mort de peur tandis que Kim Nari était très excité. La seconde d'après, une griffe a déchiré la coquille. Et sa queue était pointue et écailleuse. Il avait même une petite langue fourchue qui vacillait. Plutôt que de l'appeler un monstre, c'était plutôt un petit serpent. Kim Nari était incroyablement heureuse. Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit en fait un mignon petit serpent jaune. La seconde suivante, il a disparu du meuble. Il a bondi et sauté en l'air. Il a sauté directement sur le visage de Nam Ji-Asuk et s'y est posé. Et Nam Ji-Asuk a poussé un cri de misère. À ce moment, Nam Ji-Asuk travaillait dur, portant la tenue d'entraînement empoisonnée. Il traînait maintenant du bois coupé. Tandis que Ko lui donnait des ordres. Je peux à peine respirer à cause de ce poison. Comment le grand frère a-t-il pu se promener avec ce truc? Plus tard, je me suis étiré à mon bureau après avoir fini de plier tous les vêtements. À ce moment, j'ai entendu Kim Nari m'appeler par derrière. Cette créature semble très obéissante et douce. Elle doit savoir que c'est toi qui l'as sauvée. Kim Nari. Juste au moment où nous nous préparions à lui donner un nom, son regard s'est cependant tourné vers le jardin. L'instant d'après, son corps a nagé violemment dans cette direction. Voyant cela, Nari a poursuivi la créature serpent. Cependant, ce qui nous a intrigués, Ko et moi, c'est que nous n'avions jamais vu cette espèce de serpent. Ko était sûr d'une chose, comme c'était un monstre de la zone volcanique, nous devions surveiller de près les mandragores. La plupart des monstres de la zone volcanique considèrent les monstres de type plante comme des mets délicats. Ils mangeraient n'importe quelle plante sur place, surtout si les plantes ont un mana puissant. Il essaiera certainement de les déterrer. Et manger les mandragores. Pour faire simple, cette créature serpent jaune pourrait être l'ennemi naturel des mandragores. À ce moment, nous regardions tous les créatures devant nous qui semblaient se préparer pour un duel. Kim Nari voulait les empêcher de se battre, mais je n'étais pas d'accord. C'est le royaume des démons après tout, ils doivent peut-être établir une hiérarchie. Au moins une fois avant de se calmer. Les trois mandragores joguaient lentement le petit serpent jaune devant elles. Bientôt,
Une intention meurtrière apparut sur le visage de ce petit serpent. Cela fit hésiter les mandragores un instant, et c'est précisément pendant ce moment de distraction que le petit serpent attaqua avec sa griffe. Mais avec un bruit sec, une branche d'arbre interrompit son attaque. La plus grande mandragore avait en fait bloqué le coup. Immédiatement après, la deuxième mandragore se déplaça rapidement. Elle abattit sans pitié le bâton de bois qu'elle tenait sur le corps du petit serpent. Cependant, même la créature serpent pouvait bloquer les attaques avec sa queue à ce moment-là. La troisième mandragore s'était déjà précipitée. Le bras de cette troisième mandragore condensa de la puissance et elle frappa lourdement le serpent au visage. Bien que le coup de poing ne soit pas fort, le petit serpent semblait sentir qu'il avait subi une injustice massive. Kimnari est immédiatement allé le réconforter. Le petit serpent devait être choqué de se faire frapper pour la première fois de sa vie. Ji-Izuk, Q et moi-même étions également choqués par cette performance. Cette bataille était étrangement satisfaisante à regarder. Pendant ce temps, de l'autre côté, au-dessus de la surface de la mer, un grand oiseau volait rapidement près de la surface. En y regardant de plus près, il possédait en fait un corps humain. Il possédait des ailes dans le dos. Et sa tête était celle d'un aigle.